Super. Donc, pendant que les personnes se connectent au fur et à mesure, je vais commencer. Aujourd'hui, j'ai aujourd'hui j'ai une invitée avec moi, donc je vais juste prendre le temps de, de commencer ça doucement ici. Pourquoi, Pélinda, je te vois plus? Est-ce que ta caméra est activée? Attends, je vais juste faire un changement ici. Je vais te piner. En affichage? Ah, ok, je vais t'épingler ici et je vais m'épingler ici. OK. Parfait. Donc, aujourd'hui, on est réunis sur l'heure du lunch pour notre webinaire Comment construire une présence en ligne en tant qu'introverti. Donc, pour moi, c'est une première. Je sors complètement de mes contenus habituels pour adresser ce sujet parce que finalement, il y a 2 semaines, j'ai animé un webinaire sur mon sujet de base qui était le démarrage d'entreprise, comment faire croître son entreprise. Puis, j'ai expliqué un peu sur mon parcours, comment est-ce que je me suis rendue à faire ce que je fais aujourd'hui. Et j'ai expliqué que j'étais introvertie, ce qui était surprenant pour certains de mes clients parce que je crée du contenu, je fais des webinaires comme celui-ci, donc c'était pas quelque chose à quoi on s'attendait. Donc, ça m'a donné l'idée de contacter Rose parce que je vais vous expliquer ce qu'elle fait par la suite. J'ai contacté Rose pour lui dire pourquoi pas faire un webinaire sur ce sujet et ça pourrait s'adresser à des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs qui veulent utiliser des réseaux sociaux eux aussi pour faire connaître leur entreprise, pour se faire connaître, mais qui ne sont pas exactement sûrs comment s'y prendre ou ne sont peut-être pas à l'aise à l'idée de prendre parole en ligne et se considèrent comme étant des personnes qui sont réservées, introverties comme moi. Puis l'idée de commencer à faire des Instagram Live, ça peut rendre anxieux. Ou ça peut être aussi parce que vous êtes, déjà en activité, puis vous voulez vous faire connaître pour votre expertise, puis vous positionner, comme un peu moi qui me suis positionnée comme avocate, puis maintenant qui a pu devenir une référence dans mon domaine. Donc concrètement, je me suis dit: «Pourquoi pas en parler sur l'heure du lunch dans un contexte plus convivial?» Le but, c'est que vous puissiez poser vos questions en privé ou en public, c'est très faisable et j'aimerais aussi en savoir un peu plus sur vous juste avant qu'on commence officiellement. Il y a une option qui est un sondage anonyme que je vais lancer dans quelques instants juste pour savoir si, exemple, vous avez déjà participé à un webinaire, où est-ce que vous en êtes dans votre stade? Est-ce que vous êtes salarié à temps plein, temps partiel? Un peu comme en savoir un peu plus sur vous. Puis, le sondage vient d'être lancé, donc ça devrait apparaître dans quelques instants. Et pendant que vous répondez au sondage, je vais aussi rappeler quels sont les sujets qui seront abordés aujourd'hui. Donc, on va aborder plus que ces 4 sujets, mais si je synthétise, l'objectif ici, c'est de voir comment est-ce qu'on peut se positionner, se faire connaître et aussi se distinguer. C'est assez bruyant sur Internet. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu. On est bombardé constamment. Donc, comment est-ce qu'on peut stand out dans ce contexte? Comment est-ce qu'on peut partager ses connaissances, ses compétences en ligne et aussi trouver un format qui nous convient? Parce que c'est pas tout le monde qui est obligé de faire des vidéos parce que les gens sont en train de faire des vidéos. C'est pas le format qui est obligatoire pour tous. Il faut s'adapter aussi à ce qui nous convient. Sans se priver, par contre, de l'opportunité qui est incroyable d'utiliser les réseaux sociaux pour développer son entreprise. On va parler aussi de comment collaborer pour accroître sa visibilité. On va aussi partager nos expériences personnelles, Rose et moi. Comment est-ce qu'on gère notre stress pour animer un webinaire, exemple, ou faire un live ou faire des vidéos? Comment est-ce qu'on se prépare à ce genre de choses? Et tout plein d'informations comme ça. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois aujourd'hui, je vois qu'il y a 2 personnes qui n'avaient pas participé pour l'instant à un webinaire avant. Donc autrement, vous savez un peu qui je suis. Donc j'ai démarré le cabinet Amléa Avocat en 2015. À l'époque, je voulais faire les choses un peu différemment, lancer un cabinet, puis m'adresser aux entrepreneurs, mais rendre aussi ça plus accessible. Beaucoup de mes clients, c'est leur première fois qu'ils travaillent avec des avocats, donc c'est tout nouveau. Moi, je voulais que ce soit quelque chose qui est agréable comme expérience, qui n'est pas, qui est une expérience qui est pas obligée d'être quand vous avez un problème. Moi, je travaille pas avec les entrepreneurs qui ont des problèmes. Quand ils ont des problèmes, c'est trop tard. Moi, je suis là vraiment pour accompagner lorsqu'on démarre. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour commencer? Quelle forme juridique? Quel type de contrat? De quoi j'ai besoin? Donc, moi, c'est ce que je fais avec mon équipe. Et j'ai pu me démarquer avec, les réseaux sociaux. Ça a été ma façon de me faire connaître. Puis comme vous pouvez voir à l'écran, ce que je voulais vous montrer avec les articles et tout, c'est que ça a fonctionné, puis que si ça a fonctionné pour moi, ça allait aussi pour vous. Donc quand je me suis lancée,
j'ai pris parole avec les réseaux sociaux. Ça m'a permis d'avoir des articles dans les affaires, d'autres articles qu'on met ici. J'ai été invitée pour parler sur des panels, donc ça fonctionne. Et le but aujourd'hui, c'est de vous donner des astuces et des trucs pour que vous puissiez aussi prendre votre part du gâteau. Mais aujourd'hui, je ne serai pas seule. Donc, je vais permettre à... Ah, je sais pas un instant. Les services qu'on offre globalement, mais j'ai expliqué. Donc, globalement, nos services, c'est en droit des affaires, contrats, marque de commerce, vraiment tout ce qui est en lien avec l'entreprise. Et on a aussi des programmes de formation qu'on offre bientôt depuis 2 ans. Donc, je vais aller directement avec Rose qui pourra se présenter, qui m'a animée avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup, Anne. D'ailleurs, merci beaucoup pour l'opportunité de faire le webinaire avec toi. Dans le fond, mon nom, c'est Rose Napoléon. Je suis stratège marketing et ma spécialisation, c'est la stratégie de marque et la stratégie de contenu. Mon expérience est très, très variée. Donc, j'ai été entrepreneur, j'ai été salarié, je suis retournée entrepreneur et mon expérience vraiment la plus concrète a été avec les OBNL à Montréal et aussi en agence de publicité. Donc, j'ai travaillé chez Rethink Communication. Si vous ne connaissez pas, c'est eux qui font les campagnes de IKEA, entre autres. Et j'ai travaillé chez Sidley également. Donc, si vous avez vu des pubs de casino, ça vous donne une idée, c'est le genre de travail sur lequel que je travaillais. Et puis les autres marques qu'on voit, Montréal, Microcrédit, Jeunesse J'écoute, c'était aussi des marques pour lesquelles que j'ai travaillé dans le passé. Tu peux passer à l'autre slide. Oui, comme l'a dit Anelma, dans le fond, on est là pour parler des gens qui sont plus introvertis, comme leur permettre de pouvoir créer du contenu tu sais, de manière autonome. Ma mission, c'est vraiment d'autonomiser les solopreneuses créatives grâce à la stratégie marketing et j'offre aussi un accompagnement complet pour mettre en œuvre et soutenir soit l'entrepreneuse ou son équipe marketing pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Et je fais un disclaimer, c'est quand même important. On a fait le maximum pour vous présenter des exemples parce que dans le fond, vous allez voir tout à l'heure, là, j'ai une méthodologie bien précise, mais quand on parle de positionnement surtout, c'est quand même un travail qui est méthodique, qui est long. Donc, j'ai dû comme trouver une façon de le simplifier puis d'aller un peu plus vite. Donc, c'est juste pour vous dire que dans le fond, le contenu, moi, ce que je recommande, c'est toujours d'avoir une stratégie tu sais, de marque et de communication qui soit personnalisée. Donc, pas penser que ça se fait en 60 minutes, là, mais c'était vraiment ça mon disclaimer pour aujourd'hui. Je passe à l'autre slide. Donc, maintenant que c'est dit, je vais juste faire une introduction pour expliquer aussi un peu plus sur moi parce que ça a été l'inspiration pour le webinaire d'aujourd'hui. Parce que concrètement, à la base, moi, quand j'ai décidé de me lancer en 2015, je n'avais pas du tout de modèle entrepreneurial dans ma famille ou quoi que ce soit. J'avais pas d'autres personnes qui étaient avocates dans ma famille non plus. Donc, c'était vraiment quelque chose que lorsque j'ai choisi de me lancer, sortait quand même de l'ordinaire. Aujourd'hui, les entrepreneurs, on en retrouve partout. C'est comme rendu super trendy. On le voit sur Instagram, sur YouTube. C'est comme My Day in the Life as an Entrepreneur. Mais en 2015, c'était pas vraiment comme ça, là. Donc, quand moi, j'ai complété mes études et tout, puis j'ai dit, OK, je veux me lancer à mon compte, juste de l'annoncer à mes amis avec qui j'avais étudié, c'était malaisant parce que finalement, tout le monde prenait une route assez traditionnelle, qui est correcte, mais tout le monde allait travailler en cabinet ou en entreprise, puis il faisait la route standard. Puis moi, j'étais en train de dire, I don't want to do that. I think I want to do my own thing. Et c'était vraiment particulier. Mes parents, après ça, il fallait leur expliquer que j'allais pas me retrouver à la rue. Donc, c'était vraiment assez spécial au début. Puis, je voulais commencer par dire qu'à la base, je suis une personne qui est extrêmement réservée, étant enfant unique. Donc, j'ai mis ma photo de moi plus jeune. Donc, la petite Anne, elle était assez timide, puis elle fait ses affaires dans son coin. Et là, j'ai passé de ça à dire, OK, je veux pas travailler le regular 9 to 5 avec l'image qu'on voit ici. Puis, il y a toujours une joke, je pense que vous l'avez sûrement vu, si vous êtes là, vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, vous avez sûrement vu la joke que c'est I quit my 9 to 5, but it was to work like 24 hours, something. Donc, je voulais mettre l'image pour quand même contraster que
le salariat, c'est complètement correct parce que j'ai des employés, puis il en faut, mais que finalement, se lancer en entrepreneuriat, pour moi, faisait plus de sens parce que je voulais vraiment créer mon propre carré de sable, puis créer quelque chose à mon image, mais c'était pas du tout naturel pour moi et je savais pas comment j'allais passer de quelqu'un qui ne parle pas vraiment aux gens dans son quotidien parce qu'il est introverti, à quelqu'un qui doit avoir une équipe comme vous le voyez aujourd'hui, gérer des personnes, trouver des clients, puis se retrouver, par exemple, à être invité sur des podcasts comme j'ai mis comme dernière image. Donc, c'était vraiment une mise en contexte pour dire que ce que vous voyez aujourd'hui, puis ce qu'on peut prendre pour acquis en termes de Ah, OK, ben, elle doit être extravertie, elle fait des événements et autres, c'est pas du tout le cas à ce jour. Mais si j'ai pu le faire, c'est certainement atteignable pour tous. Puis, la raison aussi pourquoi j'ai voulu faire ce webinaire aujourd'hui, c'est parce que sortir de sa zone de confort, c'est naturellement inconfortable, sauf que la réalité, c'est que je suis tellement contente d'avoir push through en 2015 parce qu'en 2015, quand il fallait que je me lance pour la première fois, je me rappelle, c'était en novembre 2015, j'étais à la maison, j'ai mis à jour mon LinkedIn, puis j'ai publié mon site web. Puis je me suis dit, ah, ça devrait suffire. Puis là, après ça, j'ai réalisé que non, il n'y a pas plus de gens qui sont au courant que tu es à ton compte. Les gens sur ton LinkedIn, c'est tes amis de l'université sur du ton cœur et you actually have to go outside. Et moi, l'idée de go outside, c'était vraiment terrifiant. C'était vraiment. Maintenant, j'en parle avec légèreté parce que maintenant, c'est comme. C'est naturel, mais ça l'était pas du tout. Et juste l'idée d'aller dans des événements de réseautage, l'idée d'aller rencontrer des gens que je connais pas, l'idée de faire des cold calls. J'ai fait des cold calls, mais chaque cold call nécessitait comme 45 minutes de préparation mentale. Donc, finalement, dans la journée, tu en fais 4. Puis après, tu es épuisé parce que c'est pas dans ta nature. Donc, je suis vraiment passée par les émotions, toutes les gammes d'émotions pour pouvoir me rendre à ce stade. Mais ça vaut 100% la peine parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment, ce que je voulais quand je me suis lancée en 2015, c'était de créer une vie selon mes termes, puis avoir une qualité de vie, puis une entreprise qui me permet de faire ce que je veux. Et faire ce que je veux, pour moi, c'est de voyager quand je veux et pas juste 2, 3 semaines par année. C'est vraiment voyager, mais travailler en même temps. Donc, je pars assez souvent. Je pars ce soir encore pour 2 semaines. Et pour moi, ça, c'était hyper important. Donc, ça m'a permis de le faire. On organise des événements aujourd'hui, puis je me sens confortable d'organiser des événements parce que c'est la communauté que je me suis créée qui vient à ces événements. J'ai une équipe qui me ressemble, qui sont aussi des introvertis. Donc, on s'est tous retrouvés à travailler ensemble et je suis invitée régulièrement sur des panels. Donc, je voulais juste vous dire que c'est totalement faisable et que c'est pour ça que je tenais absolument à en parler aujourd'hui parce que ce que ça m'a permis de faire, de me jeter à l'eau, ça a complètement changé ma vie aujourd'hui. Puis, comment est-ce que j'ai pu y arriver? Ben, c'est justement en utilisant les réseaux sociaux pour me positionner. Et au tout début, en 2015, quand j'ai commencé, j'utilisais beaucoup l'écrit. Ça, c'est ce qui me convenait le mieux parce qu'à l'écrit, tu n'as pas besoin de mettre ton visage et tout en ligne. Donc, à l'époque, ce que j'ai fait, j'ai commencé avec l'écrit. J'ai contacté à ce moment-là Huffington Post. À l'époque, on pouvait être blogueur invité, donc j'étais contributrice. J'avais carte blanche pour publier. Je publiais chaque semaine un article. Donc, pour moi, c'était une façon de me positionner comme experte dans mon domaine. Pas juste auprès des gens qui lisent le Huffington Post, mais aussi auprès des gens, parce qu'après, je repartageais sur LinkedIn que j'avais écrit pour le Huffington Post. Donc, ça a été une façon de me positionner comme professionnelle dans mon industrie qui se démarque. Et ça, c'est encore possible de le faire aujourd'hui, même si le Huffington Post ne le fait pas, parce que j'ai pas fait juste ça pour le Huffington Post. J'écrivais à d'autres personnes qui avaient des articles qui avaient des blogs pour voir est-ce que mon contenu peut être complémentaire au leur. Donc, moi, c'était des blogs, des fois, d'autres entreprises. Donc, les entreprises ont besoin de contenu pour leur blog, pour leur SEO et autres. Donc, avoir des collaborateurs, ça faisait du sens. Donc, c'est possible pour vous aussi de contacter d'autres entreprises pour dire, j'écris des articles, ça peut être un sujet qui est complémentaire, why not? De le mettre sur leur site, de publier, vous avez fait ça aussi. J'ai créé mon propre blog, réduire ses impôts.ca. Donc, j'ai créé un blog sur la fiscalité pour me positionner comme étant fiscaliste, puis qui crée du contenu en ligne. Donc, pour encore une fois montrer mon expertise. Donc, mon blog, je l'ai créé, qui à ce jour me ramène aussi du trafic. Donc, ce travail de terrain au début, ça peut être long et fastidieux, mais aujourd'hui, c'est comme un actif. En fait, c'est un actif, puis ça fait son trafic passif
puis je reçois des formulaires de demande d'information dessus. Donc, ça vaut la peine d'investir dans son blog, même si personne ne lit. C'est pour le SEO, puis Rose pourra en parler aussi tout à l'heure. Mais vraiment, pour moi, c'est essentiel. Et ensuite, j'ai commencé à utiliser LinkedIn. Au début, j'utilisais LinkedIn, mais j'ai publié des articles parce que c'était possible. Maintenant, ça l'est encore, mais est-ce que les gens le lisent? Je ne sais pas. Donc, je publiais des articles sur LinkedIn. Après ça, j'ai compris que les vidéos et les photos sur LinkedIn performaient mieux. Et c'est là que je me suis dit, pendant qu'il n'y a pas d'autres personnes de mon industrie qui créent des vidéos sur LinkedIn, je vais le faire. Mais c'était hyper malaisant au début. Et je voulais vous montrer des vidéos comme les vidéos, exemple, en 2019, mais finalement, j'ai pas eu le temps de le faire. Mais juste vous montrer que faut pas regarder aussi les résultats d'aujourd'hui. Il faut aller regarder ce que la personne publiait en 2019 pour voir qu'elle a cheminé. J'ai pas commencé avec un micro. Je me rappelle, les gens m'écrivaient, ton son est mauvais. Prends-toi un micro. Il faut un micro. Et je faisais juste allumer ma caméra. J'avais acheté une caméra vite fait, une caméra Sony sur, sur Best Buy, là. Puis prenez pas comme une caméra à 1000 $, le micro et tout pour commencer. You don't need that. Moi, j'ai commencé avec une caméra basique qui m'avait coûté 200 $. Puis, j'avais pas de micro, rien. Je me disais, je vais commencer avec ça. J'éditais vite fait sur iMovie, puis je le mettais sur Internet. Puis, déjà, là, les gens disaient, ah, c'est intéressant ta vidéo parce que personne d'autre en fait. Puis, en plus, quand on est issu de la communauté, étant black, tu vas te rappeler de la personne qui publiait sur LinkedIn, because we're not that many. Donc, profitez pour ceux qui nous regardent. La majorité sont sûrement aussi des minorités visibles comme nous. C'est une occasion vraiment de se démarquer. C'est une force, moi, je trouve. Donc, je me suis lancée avec les vidéos and it worked. Les gens m'arrêtaient pour me dire, j'ai vu tes vidéos, est-ce que tu as fait des vidéos? Puis là, ils partageaient les vidéos. Puis les gens créaient des liens avec vous avant même de vous connaître. Moi, les gens, ils m'appellent maintenant puis ils me disent, j'ai déjà vu tes vidéos sur YouTube. Ben, à ce stade-ci, je veux juste faire l'incorporation pour créer ma compagnie. Because I've seen you do it, like talk about it so long. J'ai pas besoin de m'expliquer 45 fois encore. Tu m'as vu, tu as connecté avec moi, tu as lu mon blog, tu as été voir sur Instagram, tu as vu tout, en fait, qui te permet de développer un lien et je trouve ça super important. Donc, aujourd'hui, LinkedIn, c'est vraiment un driver important. Et ensuite, ça me permet de attirer aussi assez de visibilité pour qu'on m'invite sur des podcasts. Donc là, j'ai mis un aperçu. Les podcasts m'ont aussi aidé. J'ai eu des gens qui m'ont dit, ben, je t'ai entendu sur tel podcast, donc maintenant, je vais faire appel à tes services. Donc, les collaborations, c'est top. Et aussi de pouvoir participer à des panels, c'est une façon de faire. Puis tout à l'heure, on va parler de comment créer des liens en ligne et hors ligne. Puis je vous dirai aussi comment commencer, parce que c'est sûr qu'en 2015, on n'invitait pas sur des panels. Puis en 2016, peut-être même pas, peut-être plus 2007, parce qu'il faut que tu, justement, sois suffisamment visible pour qu'après, on pense à toi quand quelqu'un organise un panel qui peut être pertinent pour ton expérience, pour ton expertise. Donc aujourd'hui, ça va de soi que presque à tous les mois, on me demande est-ce que tu veux venir sur le panel ou à la conférence parce que je suis constamment présente, tout en respectant mes limites, comme on va regarder tout à l'heure. L'introduction est faite. Donc maintenant, on va vraiment regarder comment est-ce qu'on peut se positionner en prenant en considération nos personnalités. Et je vais laisser B, je l'appelle affectueusement B, mais c'est Rose. Je vais laisser Rose se lancer. Génial, merci beaucoup. En passant, Anne, on a eu 35 réponses sur 44. Je ne sais pas si tu vois le sondage ou c'est moi qui le vois. Non, je le Euh, vois. Est-ce que tu le vois aussi? Oui, parce que tu es co-animatrice. Donc finalement, exact. beaucoup d'entre vous avaient déjà participé, mais j'avais 9 personnes qui ne m'ont jamais vue. Donc, bienvenue. Puis, on a beaucoup de personnes aussi qui sont, j'en ai à temps plein, on a une quinzaine d'entrepreneurs quand même qui sont full-time. On a des gens qui sont en mode side hustle, mais on a une quinzaine de personnes qui sont à temps plein, c'est cool. Puis, par rapport aux défis auxquels les gens font face, ben justement, un d'entre eux qui ressort, c'est le fait d'utiliser les réseaux sociaux pour se faire connaître. Donc, vous êtes Hmm. là pour les bonnes raisons. Et je vais mettre fin au sondage et te laisser commencer. Excellent, merci beaucoup. Comme on n'a pas beaucoup de temps, c'est parti. Un peu de théorie pour vous, mais à la fin, ça va être très interactif, inquiétez-vous pas. Quand on parle de positionnement, normalement, ce qu'on veut dire, c'est comment se positionner dans l'esprit de votre client cible. Et de mon côté, je me suis inspirée de la méthodologie de Rethink et de chez Sidley pour vous faire comprendre, dans le fond, comment je travaille et comment un bon stratège devrait travailler pour pouvoir vous aider.
La première chose qu'on doit regarder, c'est l'aspect trouver son X. C'est là-dessus qu'on va se concentrer de toute façon aujourd'hui, avec le temps qu'on a. Mais si vous regardez à gauche, la façon qu'on regarde, en fait, comment on se différencie de la concurrence, parce que c'est vraiment ça qu'il faut faire avant de créer, c'est de regarder quatre sphère. La sphère du contexte, donc qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau politique qui affecterait votre compagnie? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de votre cible, ses intérêts, ses craintes, ses freins aussi par rapport à votre domaine. Le mot catégorie, c'est sûr que ça a l'air, c'est dans le jargon, mais ça veut dire la concurrence en fait. Qu'est-ce que vos concurrents ils font? Et toujours dans l'idée de faire différent d'eux. On peut regarder les tendances pour comprendre qu'est-ce qui se fait, mais après, au niveau stratégique et créatif, c'est intéressant d'aller à droite s'ils vont à gauche. Et finalement, on suggère toujours de regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de votre marque pour vraiment pouvoir établir les bonnes fondations ou s'il manque des fondations, de pouvoir les mettre. Et par la suite, au niveau de l'étape suivante, une fois que, en fait, excusez-moi, quand on finit par regarder toutes les sphères et qu'on trouve, par exemple, un élément par sphère se, qui se distingue, on appelle ça souvent des vérités ou un insight, c'est quelque chose qui est surprenant. On veut prendre cet élément-là pour voir, en fait, comment nous, on peut se positionner. Ça, c'est très rapide, mais c'est ce que je vous disais au départ, c'est la façon, dans le fond, que vous pouvez trouver votre X. Il y a des façons de le faire seul. Ne croyez pas que c'est seulement à l'aide d'une stratège ou avec une compagnie comme une agence, mais ce sont les questions de base qu'il faut se poser, qu'il faut regarder pour pouvoir se positionner. Puis à la fin, la question clé revient toujours. Comment je peux être ou comment je peux vivre dans l'esprit de mes clients potentiels, des gens que je veux, avec qui je veux travailler, comment je peux vivre dans leur esprit pour qu'à chaque fois qu'ils ont un problème, ils pensent à moi en premier. Ça, c'est la première chose que vous devez vous dire. Pour le reste, rapidement, c'est que, bon, ça a l'air théorique, mais une fois qu'on a établi son positionnement, ce que j'invite beaucoup les gens à faire, c'est d'établir les fondements de leur marque. On parle des bénéfices, par exemple, des bénéfices fonctionnels, des bénéfices émotionnels. On parle du ton, par exemple. Puis ça nous aide beaucoup à nous distinguer. Et je vais sauter l'étape, la plateforme identitaire, ça peut paraître complexe, mais la dernière étape qui est de déployer, c'est que moi, d'enfant, avec mes clientes, je les accompagne. Donc, on fait du one-on-one pour les aider à produire, à déployer, par exemple, des communications. On les optimise au fur et à mesure. Ça veut dire qu'on regarde qu'est-ce qu'on a lancé, on regarde si ça fonctionne ou pas, et après ça, on réajuste. Et c'est vraiment pour faire en sorte que l'écosystème, donc, l'écosystème, c'est vraiment, comme on voit sur l'image, dans ce cas-ci, pour nous, ça va être le digital, puisque, bon, quand on est entrepreneur, qu'on commence, c'est les moyens les plus efficaces qu'on a en ce moment. Ça peut être sur YouTube, ça peut être par infolette. Tout dépend de votre cible. Dans le fond, l'écosystème, ça ne veut pas dire que parce que tout le monde est sur TikTok, vous devez y aller. C'est vraiment par rapport à comment rejoindre votre cible. Dans le fond, le plus important, c'est de faire en sorte que vous soyez différencié au bon endroit, au bon moment. Ça, c'est vraiment long story short. Dans le fond, tu peux aller à l'autre étape. Euh, on vient d'en parler, donc c'est quand même super. Vous voyez, il y a plus de détails dans comment, les questions qu'on doit se poser pour pouvoir trouver son positionnement. Est-ce que c'est la bonne slide? Oui, c'est excellent. Je OK. l'ai comme dit déjà rapidement, fait qu'on va pouvoir passer à l'autre slide. Puis tu peux prendre ton Ensuite, temps, hein? Il est juste 24. oui, ok, peut-être que je voulais pas. Ben, en fait, on va quand même discuter beaucoup par la suite, puis vu que je montre un exemple concret, je vais passer plus de temps OK. par la suite. Mais on est dans les temps, ça marche. Une fois qu'on a établi son positionnement et qu'on a établi où est-ce qu'on va apparaître, c'est-à-dire notre écosystème de marque, la question, c'est comment on va partager nos connaissances et nos compétences de manière stratégique sur les réseaux sociaux. Je fais encore un exemple, sûrement que vous vous reconnaissez. Vous, par exemple, vous avez conclu qu'on va aller peut-être sur YouTube ou sur Instagram parce que c'est ce que vous reconnaissez. Là, je parle vraiment de l'exemple à ne pas faire, puis on va faire reverse engineering pour se concentrer sur ce que je vous montre. Mais c'est ça, vous êtes sur Instagram ou sur YouTube et vous décidez de partager, je ne sais pas moi,
une story sur votre quotidien ou une story sur, je sais pas, une histoire avec un client. Et là, vous postez l'information et là, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de traction, il n'y a pas d'engagement. Ça se peut que l'enjeu vient justement du contenu. Qu'est-ce qu'on partage? Et c'est la deuxième raison pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont du mal à partager leur contenu en ligne, c'est qu'ils ne savent pas par où commencer. Il y a une certaine formule qu'on peut utiliser, c'est le tunnel de conversion. Dans le fond, dans ce cas-ci, on va se concentrer sur trois étapes principales de ce tunnel-là. C'est toujours en lien avec votre client. Il faut toujours garder en tête le client, ses intérêts et stratégiquement pour pouvoir, dans le fond, atteindre ses intérêts, pour créer de l'engagement, de l'interaction. On y va avec d'abord la sensibilisation, par la suite la considération et finalement la décision. Si tu vas à la slide suivante, je vous explique un peu plus euh, dans le fond. Ah, je vais mettre mon exemple. OK, c'est pas grave. Va à l'autre slide, puis je vais revenir à celle-là. L'autre slide. Ouais, l'autre d'après. Ouais, parfait. C'est ça. Quand on parle du tunnel de conversion, pour la première étape, quand on parle de sensibilisation, c'est que le client, d'abord, il a besoin d'avoir du contenu qui va lui permettre de réaliser qu'il a un problème et qu'il veut le comprendre. Donc, ce genre de contenu-là, ça peut être, par exemple, de mettre de l'avant des conséquences, de ne pas, comment je pourrais dire, ne pas De ne pas regarder. prendre action ou de ne pas Oui, c'est ça. considérer. En fait, il découvre I have an issue. Exactement. Bon, il découvre qu'il a un problème, il veut le comprendre. Vous, c'est votre opportunité, en fait, de démontrer votre expertise en montrant les conséquences de ne pas appliquer appliquer certaines actions par rapport à votre expertise. Ça, c'est la première étape. Donc, ça peut être 5 conséquences de ne pas avoir de plan stratégique, par exemple. La deuxième étape, c'est l'étape de la considération. À ce moment-ci, dans la tête du consommateur, maintenant qu'il comprend le problème, il veut trouver une solution. Il voudrait résoudre le problème par lui-même, on va dire. Encore une fois, c'est une autre occasion pour vous de pouvoir mettre de l'avant votre méthodologie, par exemple, avec des articles ou des contenus vidéo qui parlent de comment régler le problème. 5 façons de régler le fait de ne pas avoir de plan stratégique, par exemple, pour faire un lien avec mon exemple précédent. Et la dernière partie, qui est la décision, c'est le moment où votre consommateur, votre client, est à la recherche de la meilleure solution pour pouvoir régler son problème. Et c'est à ce moment-là qu'il faut mettre le paquet sur vous. Parce que souvent, ce que je remarque, c'est que les gens, ils passent souvent à l'étape de décision. Ils passent, puis souvent, dans l'étape de décision, c'est là où est-ce qu'on fait de la pub. C'est là qu'on essaie de closer une vente. Alors que, il y a des étapes avant qu'il faut quand même considérer parce qu'on veut créer un lien de confiance avec son client. Et rendu à l'étape de la décision, comme je disais, c'est là qu'on met le paquet sur son expertise. Donc, quand on parle de, par exemple, partager des avis ou partager des études de cas, c'est là-dedans qu'il faut miser. Et on peut, par exemple, faire des contenus qui vont dire comment vous avez aidé XYZ compagnie à atteindre 2000 $ en, je sais pas, 24 mois, je dis n'importe quoi. Donc, voilà un peu la façon stratégique de créer du contenu sur les réseaux sociaux. On va passer à l'autre slide. En fait, si on retourne en arrière, excuse-moi, je te fais travailler un peu. La slide d'avant, je voulais qu'on fasse que je vous présente je voulais vous présenter un autre exemple, en fait, euh, pour vraiment aller dans le vif du sujet, là, comme en tant qu'introverti, si on veut créer du contenu vidéo, puis aussi la réflexion vers pourquoi on aurait choisi le canal de communication qui serait YouTube, par exemple. La manière qu'on réfléchit, c'est toujours par rapport à la cible. Je le répéterai jusqu'à la fin de ma carrière parce que c'est super important. Il y a malheureusement même des marketeurs qui font l'erreur et beaucoup d'entrepreneurs qui font l'erreur. Des fois, on dirait qu'on va sur une plateforme parce que c'est trendy. Moi, je ne suis pas tout à fait à l'aise avec ça.
mais il faut toujours avoir un argument pour, en fait, expliquer pourquoi on choisit un canal. Dans ce cas-ci, je vous apprends quelque chose peut-être. Vous avez vu, bon, YouTube, oui, c'est populaire, TikTok aussi, mais ce qu'il faut vraiment retenir, surtout au niveau du format vidéo, c'est que selon une plus récente étude de Forbes, quand on investit dans la création des vidéos, le retour sur investissement est de supérieur à 50%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ben, ça veut dire que quand on investit du temps, de l'argent à faire une vidéo pour YouTube, par exemple, il y a beaucoup plus de retours que de publier sur Instagram en format, je ne sais pas moi, graphique, si je dis ça de même. Ouais, c'est Mais c'est quand vrai, même je intéressant. confirme. Et Anenma peut vous Ça le dire. vit, en fait, le contenu vit forever. Donc, ça vaut la peine d'investir un peu plus pour les vidéos, c'est vrai. Absolument. Puis en plus, YouTube, je pense que ça a été acquis par Google, donc c'est devenu un outil tellement intéressant parce que c'est devenu un moteur de recherche en lui-même. Donc, franchement, quand on optimise bien son contenu vidéo, c'est vraiment intéressant. Là, il y a quelqu'un qui a écrit une question. Je pense est-ce qu'on répond au fur et à mesure ou à la fin? Je veux juste être sûr. Période de questions, ce sera à la fin. Puis j'avais dit qu'on OK. allait effectivement envoyer l'enregistrement, pas les diapos, mais l'enregistrement, vous allez l'avoir plus tard. OK. Merci beaucoup. Donc, voilà le premier argument. Et si on regarde la slide d'après, je pousse en fait la réflexion à savoir pourquoi choisir YouTube dans ce cas échéant. Il y a une étude récente qui nous montrait en fait par canaux, par plateforme, pardon, les intérêts. Je pense que c'est quand même une étude des États-Unis qui est récente. On le voit de toute façon, c'est flagrant. 67% des utilisateurs euh, pardon, 67% en popularité, c'est YouTube. Puis c'est là-dessus qu'on investit le plus souvent. Donc, c'est quand même quelque chose à retenir. Puis encore plus loin, parce que, bon, quand on regarde les statistiques au niveau de YouTube, on se rend compte que un peu monsieur, madame, tout le monde se retrouve dessus. Maintenant, quand je parlais de bien connaître son client, c'est vraiment de savoir si, par exemple, on sait que c'est des millennials. C'est l'exemple que je vous ai montré. Les millennials, bon, c'est les gens qui ont entre, je pense qu'ils ont la trentaine jusqu'à peut-être 45 ans à peu près. Vous m'excuserez, je ne connais pas par cœur les années. Mais cette génération-là, selon l'étude de HubSpot, ils font plus confiance à YouTube. C'est super intéressant. Puis là, je ne l'ai pas mis, mais il y avait aussi une autre stat qui parlait que les Gen Z, donc la génération un peu plus jeune, utilisent YouTube, je crois que c'était pour apprendre ou pour relaxer. Donc là, si vous avez une marque qui est plus du volet, pardon, si vous avez du contenu qui va être beaucoup plus éducatif, donc ça peut justifier pourquoi investir, par exemple, c'est peut-être pas tous ses œufs, mais une partie de son temps, son investissement pour YouTube. Donc, c'est vraiment la réflexion qu'il faut faire avant de créer du contenu. Tu peux aller à l'autre slide, s'il te plaît. Et Encore? encore l'autre slide, parce que, voilà. Rien ne vaut un exemple pour bien comprendre tout ce que je vous ai dit. Puis en passant, c'est normal, peut-être que vous n'êtes pas habitué d'entendre cette façon de travailler. C'est une façon qui est vraiment stratégique et qui apporte vraiment des résultats intéressants. Et comme je disais, vous pouvez essayer de créer du contenu peut-être au pif, mais vous aurez les résultats qui viendront également avec ça. L'exemple, c'est une de mes clientes préférées qui s'appelle Miruna Nika. Donc, son nom d'entrepreneur, c'est Miruna Inspires. Miruna est une coach en bien-être et en spiritualité pour entrepreneurs atypiques. Donc, on parle de neurodiversité en tout genre. Elle avait peur de parler devant une caméra et de se faire ridiculiser. Ça, en passant, c'est vraiment tiré d'une mini-recherche que j'ai fait aussi récemment et peut-être que vous vous retrouvez là-dedans. J'avais demandé à quelques femmes comment une stratège pouvait les aider au niveau de leur marque et de leur contenu. C'est quoi leurs freins en ce moment? C'est quoi leurs enjeux? Et à 80%, au niveau des réponses, c'était exactement cette phrase-là. Il y a quelque chose qui se passe dans la tête des gens qui est que parler devant un public, ça génère beaucoup d'anxiété. Donc, déjà, ça, c'est un enjeu en soi. Soit dit en passant, la peur qui vient après celle de mourir, c'est la peur de parler en public. Donc, je pense que ça fait beaucoup de sens. Et pour ajouter à ça, bien, si on est introverti puis qu'en plus, on a peur de se faire ridiculiser, ben, c'est un combo qui est très difficile à overcome.
Mais inquiétez-vous pas, à la fin, on va en parler pour trouver des solutions. Oui, c'est ça. Pas faire peur aux gens depuis tantôt, là, ça a l'air d'être dramatique. Non, il y a toujours une solution. Ah, puis pour faire un dernier bond par rapport à ce que Anne-Edma avait dit par rapport au fait qu'elle elle aidait les gens au niveau de tout ce qui était légal, mais qu'elle n'aidait pas au niveau des problèmes parce qu'il était trop tard. Mhm. Moi, c'est le contraire. En tant que stratège, tu sais, je carbure au problème, si on veut, là. I'm looking for problems, si on veut. Mais c'est ça, moi, dans le fond, j'aide vraiment les gens à mieux communiquer leur histoire. Mais pour ça, c'est sûr qu'il y a peut-être de quoi qui a été fait avant qui ne fonctionne pas. Donc, on a besoin de savoir c'est quoi l'enjeu pour pouvoir trouver des solutions. Donc, voilà, on se complète bien. Mais c'est ça. Pour revenir à Muruna, elle avait besoin d'une stratégie de marque pour établir les fondations de sa marque. Donc, c'est ce qu'on a parlé plus tôt au niveau de la méthodologie. Elle avait aussi besoin d'une stratégie de communication pour savoir où était sa cible et comment les rejoindre. Donc, c'est à ça que ça sert. Donc, ça se peut aussi que c'est la première fois que vous entendez parler de ces types de stratégies-là au niveau marketing, mais ce sont deux types de stratégies qui sont bien distincts. La stratégie de marque est beaucoup plus axée sur la vision, tandis que la stratégie de communication est beaucoup plus axée sur les messages clés et où se trouve la cible. Et finalement, elle avait besoin d'accompagnement pour l'aider à partager son expertise en tant que coach bien-être et spirituel sur vidéo à travers des contenus pertinents. Je peux passer à l'autre slide. Donc, là, dans le fond, ça vous donne une idée un peu de ce que ça a donné comme positionnement. Là, je vous divulgue un peu le travail qu'on avait fait. Donc, quand j'ai regardé au niveau de la cible, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû parler avec ses anciens et présents clients pour comprendre un peu comment ils voyaient le monde du coaching et précisément comment ils voyaient Miruna, entre autres. J'ai regardé aussi, comme je vous ai dit, le contexte dans lequel on vit. Rapidement, en ce moment, après la COVID, on a vu qu'il y avait beaucoup de statistiques élevées au niveau des gens de tout âge qui ont pris le temps de prendre soin d'eux parce que c'était quelque chose qui n'était peut-être pas mis de l'avant auparavant. Donc, ça, c'est quelque chose dans le contexte sur lequel il faut sauter sur l'opportunité. Donc, ça devenait un peu comme une genre de vérité, le fait que, bon, tout le monde prend soin d'eux, c'est important. Au niveau des clients, on avait réalisé en fait que les entrepreneurs atypiques, et ceux qui ne l'étaient pas aussi, ne considéraient peut-être pas nécessairement le coaching spirituel comme étant quelque chose qui pouvait vraiment les aider parce que, bon, on vit dans un monde un peu de tout ce qui est visible et tout ce qui est considéré comme intangible spirituel. En anglais, on appelle ça woo-woo. C'était comme peut-être pas assez hot pour les aider, tandis qu'en vérité, ça pourrait les aider. Et là, j'essaie de faire aller ma mémoire, mais qu'est-ce qu'il reste? Il reste la concurrence. Au niveau de la concurrence, le monde du coaching est vraiment, il est saturé. Il y a beaucoup de coachs d'affaires, coach bien-être, coach ceci, coach cela. Ils disent tous un peu la même chose, qui peuvent vous aider à atteindre un autre niveau. C'est beaucoup axé souvent sur le côté peut-être matériel parce que là, on se rend compte qu'on voulait parler à des entrepreneurs. Puis les entrepreneurs, souvent, ont tendance à aller voir des coachs d'affaires, mais c'est ça, les coachs d'affaires ont peut-être un peu tous la même façon de penser, de s'exprimer. Donc, nous, on voulait absolument aller, c'est quand eux, ils ziguent, nous, on zague. Donc, on voulait vraiment aller dans un autre endroit. Puis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il reste? Cible, contexte, concurrent, puis la marque. Bon, la marque de Miruna, c'est que c'était, dans le fond, c'est une coach qui est vraiment dans la bienveillance, dans la spiritualité. Déjà, comme affaires et spiritualité ensemble, ça a l'air d'être deux choses qui semblent pas aller ensemble, mais pourtant, c'est ça la force. Et c'est surtout ça aussi le positionnement intéressant. C'est toujours deux éléments qui sont en tension. Donc, ça nous a mené à cette phrase, et comme je vous ai expliqué au niveau de ma façon de travailler, ma méthodologie, le positionnement, c'est quelque chose qui semble intangible, on ne le voit pas, ce n'est pas quelque chose qu'on partage en public, mais c'est quelque chose qui va inspirer tout ce qui va être créatif. Donc, vous allez voir ce que je veux dire dans la slide suivante dans quelques minutes, mais ce que j'ai établi, en fait, c'est que Miruna Inspires est l'arme secrète des entrepreneurs atypiques lorsque la plupart d'entre eux sont axés en fait sur les indicateurs externes de succès et considèrent le coaching spirituel comme une forme d'échec. Donc, c'est quelque chose qui va, quand on écrit un positionnement, ça doit être quelque chose de vraiment évoquant, d'inspirant et qui va inspirer toute la création de contenu. Slide suivante.
Normalement, ce que je vous explique, c'est que une fois qu'on a le positionnement, on veut vouloir aller dans le vrai monde. On veut vouloir être sur les réseaux sociaux, en vidéo. Et ce qu'on a décidé, en fait, c'est au lieu de rester un peu basic, puis d'être comme, bon, ben, on est coach spirituel, puis patati patata, on est allé all-in au niveau de la création. Je dis pas qu'on devrait toujours se rendre là, surtout pas nécessairement à ses débuts, mais nous, on avait l'opportunité de le faire, fait qu'on l'a fait. Fait que là, ce qu'on appelle la plateforme de marque, c'est la partie que j'ai skippée en début parce que, bon, je disais que c'est quand même fastidieux comme travail et c'est pas tout à fait tout le monde qui peut le faire, mais pour l'exercice, c'est important pour moi de vous le montrer. La plateforme de marque, une fois qu'on a établi les fondations de la marque, c'est l'expression publique et durable du positionnement. Donc, c'est ce qu'on va voir, c'est le résultat final, c'est ce qu'on va ressentir, ce qu'on va pouvoir se rattacher. Et comme je vous disais, les éléments fondateurs de la marque, il y en a plusieurs. Il y a par exemple, il y a les bénéfices, comme j'avais dit. Dans ce cas-ci, pour pouvoir trouver une façon créative de parler de notre marque, on veut lander sur une façon intéressante et le X, dans ce cas-ci, c'est un croisement entre les bénéfices émotionnels et les bénéfices fonctionnels. Les bénéfices émotionnels de Miruna Inspires, donc quand on travaille avec elle, ou sa vocation, c'est qu'elle guérit les blessures de l'âme et les aligne et nous permet de nous aligner avec notre mode de vie entrepreneurial idéal. Et au niveau des bénéfices fonctionnels, c'est quoi la résultante de travailler avec Miruna Inspires? C'est qu'elle apporte de la clarté et de la direction dans notre vie atypique afin d'avoir une vie qui soit authentique et assumée. J'épargne les détails parce que, bon, il y avait beaucoup de recherches par rapport à la cible, c'est quoi être neuroatypique, mais si vous voulez avoir plus d'informations, écrivez-moi en privé, puis je pourrais vous expliquer un peu plus par rapport à ce monde-là. Mais ce que nous avons landé, en fait, créativement, c'est The Soft Rebel Life. Encore une fois, on est allé quand même plus loin au niveau créatif pour pouvoir évoquer le positionnement. C'est-à-dire, encore une fois, pour parler de l'attention, si vous connaissez un peu le monde du coaching ou de la spiritualité, on n'aurait jamais pensé mettre le mot rebel dans la même phrase et parler de spiritualité, mais dans ce cas-ci, ce que Myrina voulait évoquer, c'est qu'elle a une façon différente de parler de coaching d'affaires et de coaching de vie. Et elle veut montrer en fait que c'est possible de vivre une vie rebelle. Fait que quand tu es neuroatypique, tu as l'impression et en fait, tu ne vis pas comme tout le monde. Donc, c'est l'aspect rébellion, mais en même temps, on n'est pas obligé de vivre dans la dureté. Donc, on ajoute le terme soft et ça donne Soft Rebel Life. Slide suivante. Et là, bientôt, vous allez pouvoir voir les contenus. C'est comme un peu en primeur. Je suis en train de travailler avec Myrina en ce moment pour qu'elle enregistre ses vidéos, mais je voulais vous montrer concrètement les éléments du tunnel de conversion qu'on utilise pour son contenu. Au niveau de la sensibilisation, on va parler de comment surmonter les peurs et les doutes et réussir en tant qu'entrepreneur atypique. Au niveau de la considération, on parlera des résultats auxquels on peut s'attendre d'une séance de coaching avec elle. Et finalement, au niveau de la décision, on va montrer comment elle nous permet de nous libérer de notre potentiel en tant qu'entrepreneur atypique. Et c'est là qu'elle a l'embarras du choix. Elle peut faire une vidéo avec un de ses clients qui montre comment elle coach. Elle peut parler de sa méthodologie également. Donc là, si vous me suivez bien, il y a une logique dans le contenu. Il y a quelque chose d'excitant, d'intéressant et de pertinent, toujours axé vers son audience. Tu peux Je changer vais de juste slide. interrompre rapidement parce que c'était une question de quelqu'un dans le chat d'Aura qui demandait est-ce que chaque étape ici doit être dans une même publication, mais finalement non. Ce sont une variété de publications et chacune d'entre elles peut soulever un point, mais ce n'est pas une publication qui met les trois. Exact, c'est un bon point. Mais merci pour la question parce que c'est pas évident de se dire concrètement à quoi ça ressemble. Mais merci, Annie, pour ta réponse. Parfait. Bon, après avoir fait tout ce travail stratégique, là, on peut y aller dans le concret. Et là, je voulais vous parler en fait des idées de format pour gérer la présence en ligne, tout en respectant ses limites personnelles, parce que oui, c'est possible d'être out there en vidéo et d'être introverti. Donc, j'y crois, c'est possible.
Moi, je suis entre introverti et extraverti. Là, j'ai l'air d'être super à l'aise, mais il y avait une minute, je tremblais. Donc, je comprends tout à fait les enjeux. Mais une fois que je suis partie, je suis à l'aise. Donc, c'est là que je m'arrête pas de parler, là. Donc, il faut que je fasse attention. Mais all good. Les idées de format que je vous propose aujourd'hui pour gérer la présence. Le format vidéo, mais en podcast. On n'est pas obligé de vous voir, mais on peut vous entendre. Ensuite, il y a le format entrevue. Donc, ce qu'une de mes clientes me disait, c'est qu'elle serait plus à l'aise d'être à deux, en fait, en train de faire du contenu. Puis je me suis dit, hey, c'est vrai que à deux, on se sent moins seul. C'est aussi pourquoi, avec Anelma, je trouve que c'est vraiment fun de le faire à deux parce qu'effectivement, on a préparé le contenu ensemble, on s'est pratiqué aussi, puis on est là ensemble. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a mon bac quand je bafouille mes mots, donc c'est super cool. Et le dernier qui peut paraître inusité, c'est le format, plutôt en tout cas le type de vidéo cartoon. Ça, je vais le privilégier pour les entrepreneurs ou les entreprises qui sont beaucoup plus techniques. C'est-à-dire peut-être des gens qui sont, je ne sais pas, dans les TI, dans la pharmaceutique et que vous avez vraiment, surtout si vous faites du B2B, business to business, puis qu'il faut vraiment expliquer votre méthodologie, puis c'est complexe. La vidéo cartoon, non seulement vous n'avez pas besoin d'être là, vous, devant, ben, ça permet de se concentrer que sur parler peut-être, je ne sais pas, d'un modèle ou modélisation, je ne sais pas, j'invente des mots, là, mais quelque chose de vraiment technique. Et on peut juste entendre votre voix ou même engager quelqu'un pour faire la vidéo de A à Z, mais ça peut être brandé, ça peut être vraiment votre contenu à vous, mais en cartoon. Et bien sûr, Effectivement. oui, merci. Puis Excuse-moi, j'allais est-ce que dire, tu veux ajouter excuse-moi, quelque mais chose? j'allais dire parce qu'effectivement, mais après, on part du principe aussi qu'au début, on n'a pas forcément le budget pour que quelqu'un parle pour nous. Mais ultimement, par contre, vous pourriez dire, moi, quand je vais investir sur YouTube, je vais vouloir que ce soit des vidéos cartoons vraiment bien faites parce qu'elles vont rester là pendant des années et des années. Puis ça peut être une formule qui est vraiment intéressante. Exact. Est-ce Donc, que ce je que j'ai fait, change de c'est slide? que, oui, s'il te plaît, parce que j'ai des exemples concrets, là, je ne veux pas que vous pensiez que j'ai sorti ça de ma tête. Il y a des marques connues, moins connues, que je suis allée chercher pour vous montrer comment ils s'y prennent. Il y a une marque qui s'appelle Métamorphose. Je crois que c'est plus français. Moi, j'adore tout ce qui est développement personnel. Donc, j'ai découvert ce podcast-là et à mon grand étonnement, tu sais, ça dure 1 heure, des fois 1 heure et demie. On ne voit jamais les personnes, mais le contenu il est passionnant. Tu sais, des fois, tu n'as même pas le temps de regarder une vidéo. Tu es en train de faire tellement de choses en même temps. Tu veux juste l'écouter. Mais eux, ils ont été smart parce que, tu sais, maintenant, ils vont profiter de YouTube, sûrement qu'il y avait beaucoup justement, de millennials ou de Gen Z qui sont sur la plateforme, qui s'intéressent au développement personnel pour apprendre, pour croître dans leur vie personnelle. Donc, ils ont choisi cette plateforme-là. C'est hyper simple et puis il y a beaucoup, beaucoup de views. Là. On parle de comme plus que 130 000 abonnés et plus. Donc, ça, c'est une opportunité pour vous. Le deuxième, Sephora, ben, un live, mais c'est complètement nice. Il y a une marque, je ne me rappelle plus c'est laquelle, mais une marque qui est dans Sephora. Sephora, c'est une marque de maquillage, de magasin, en fait, qui vend des maquillages. Et ils ont fait un duo avec Lady Gaga. Donc, c'est hyper brillant au niveau aussi stratégie de contenu, mais au niveau du format, ben, c'est ça, ils sont à 6 formats vidéo, mais elles sont à 2. Donc, c'est vraiment intéressant. Fenêtre Concerto, peut-être que vous connaissez un peu moins. J'avais fait une recherche pour un de nos clients quand j'étais chez Sidley, puis je me suis rappelé qu'ils avaient fait un de leurs compétiteurs qui est Fenêtre Concerto avait fait des vidéos cartoons, puis c'était vraiment comme super simple à suivre, puis je trouvais ça vraiment fun. Donc, voici mon dernier exemple. Le dernier, ça m'est venu hier soir, fait que je l'ai rajouté, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une espèce de plateforme, là le nom m'échappe. Ah non, c'était Clubhouse. Il y avait eu tout un émoi par rapport à ça. Je ne sais même plus où est-ce qu'ils sont rendus. Mais bref, LinkedIn a une fonctionnalité en audio et on peut utiliser la fonctionnalité en direct. Et Crizo, qui est un entrepreneur au niveau créatif aux États-Unis, l'utilise souvent. Et il y a comme souvent 1000 personnes qui écoutent en live. On ne voit jamais son visage. Il a des invités. Ça sonne super bien. C'est super pertinent. Donc, ça aussi, c'est faisable pour les gens qui sont un peu plus introvertis. Et on peut inviter d'autres personnes à être co-animateurs. Donc, voilà. Je pense que je peux aller à l'autre slide. Puis ici aussi, on voulait juste parler un peu des comment aussi bien respecter nos limites, dans le sens que publier en ligne, ça sous-entend aussi qu'on va se rendre plus accessible aux gens. Donc, après, maintenant, avec les réseaux sociaux, on peut juste
écrire un DM, puis les gens, ils ont accès à nous, puis le DM nous fait une notification. C'est pas comme les courriels qu'on peut peut-être fermer puis choisir d'aller voir. Donc, c'est sûr que ça crée aussi une certaine proximité. Ça a ses avantages et ses désavantages parce qu'on n'a pas toujours envie d'être contacté pour des fins professionnelles non plus. Sauf que maintenant, avec le téléphone, on n'a pas vraiment cette limite. Donc, on voulait partager quelques astuces aussi pour comment s'assurer qu'on respecte quand même nos limites personnelles, dans le sens que on n'est pas obligé de partager notre vie complète sur les réseaux sociaux, dans le sens qu'on a beaucoup parlé du positionnement professionnel. Après, c'est un choix que vous faites si vous voulez montrer un peu votre vie privée. Donc, moi, j'ai fait le choix sur Instagram plus particulièrement de montrer des pans de ma vie personnelle, de montrer ma vie quotidienne, mes voyages pour... Mais c'était un choix intentionnel que je voulais montrer un peu plus de qui je suis parce que sur LinkedIn, c'est 100% professionnel avec mes capsules et sur YouTube aussi. Mais vous pouvez aussi dire, moi, j'ai aucune envie de montrer ma vie privée, puis je vais rester strictement pro. Donc, vraiment choisir quel type de personnalité vous allez avoir sur Internet. Donc, est-ce que vous voulez montrer un peu de votre vie personnelle ou pas? Vous avez totalement le contrôle sur ça. Des fois, je suis étonnée de rencontrer des entrepreneurs, puis en fait, je réalise qu'on ne sait rien du tout de leur vie privée, puis c'est pas un problème, dans le sens que j'en ai pas besoin pour choisir de faire affaire avec eux ou non. Ça peut aider dans certains contextes si on veut jouer sur cette carte, mais c'est pas essentiel. Donc, ne vous sentez pas obligé. Et vous pouvez aussi choisir comment les gens peuvent communiquer avec vous. Donc, après ça, entre la boîte courriel, la boîte message sur LinkedIn, la boîte Instagram, la boîte Facebook, personnellement, malheureusement, ça se peut que j'ai manqué des bouts. En plus, il y a la boîte de messages Instagram Pro, comme la boîte pour la compagnie. Donc après, ça finit plus. Donc, vous pourriez très bien choisir aussi de mettre dans votre bio no DMs, email me at, puis that's it. Il y a des gens qui le font, puis je les comprends. Comme j'ai vu des gens dire, moi, je réponds à tous les DMs. I'm like, how do you do it? Donc, et pas de texto, exemple. Tu sais, vous pourriez aussi dire avec mes clients, c'est bien beau qu'on développe une belle relation, mais peut-être que les messages textes, c'est pas vraiment ce que je veux faire avec eux. Et aussi de garder une certaine limite. Ça peut être assez drainant aussi d'être constamment sur les réseaux sociaux entre notre vie privée, puis d'y aller pour des fins professionnelles. Donc, pensez à vraiment faire des boundaries, limiter votre temps de consommation. C'est juste un conseil d'amis pour ne pas être comme burned, puis de ne pas essayer d'être sur toutes les plateformes en même temps, comme Rose disait. Et de penser aussi, de ne pas avoir le réflexe de partager tout et n'importe comment. Ça peut être fatigant de juste se garder en tête, est-ce que c'est pertinent ce que je vais partager par rapport à ce que je veux projeter, à mon positionnement? Est-ce que c'est relevant? Que tu voulais rebondir sur ça, Rose? C'est excellent, j'ai rien à dire. Parfait. Et on va parler maintenant de collaboration et partenariat. Donc, comment accroître sa visibilité en tant qu'expert à travers des collaborations. Quoique Rose en a quand même bien parlé tantôt, donc je ne vais même pas tant aller dans les détails sur ça. Je vais juste parler plus de mon retour sur mes expériences parce qu'effectivement, en 2016, comment est-ce que j'ai commencé? C'était aussi avec des collaborations. Donc, pour des événements en personne ou des trucs en ligne, j'ai identifié dans mon industrie qui d'autres seraient des professionnels ou des entrepreneurs avec qui ce serait pertinent de collaborer parce que nos audiences sont similaires ou sont complémentaires. Et quand j'ai organisé mes premiers événements en 2016, je ne voulais pas forcément organiser ça toute seule parce que c'est stressant. Donc, j'ai contacté, exemple, une comptable à l'époque pour faire des webinaires, des conférences en présentiel ensemble. Et ça facilite, ça permet aussi de se faire connaître auprès d'une autre audience qui ne nous connaît pas. Donc ça, maintenant, on en parlait tantôt avec les collaborations pour les podcasts, exemple, ou les Instagram Live, mais ça se fait aussi en personne. Faites des collaborations en présentiel aussi parce que c'est une belle façon de connecter en personne aussi avec les gens. Maintenant, je suis à fond sur les webinaires parce que je peux rejoindre plus de gens que je ne le pourrais en présentiel. Donc, ce midi, on était une cinquantaine de personnes. Je ne pense pas que j'aurais réussi à vous convaincre de venir me rejoindre au centre-ville de Montréal pour 1 heure. Donc, les webinaires, pour moi, c'est ma façon de connecter, mais les collaborations comme celle avec Rose aujourd'hui, offline et online, sont vraiment utiles. Puis j'en parlais au tout début, j'ai collaboré sur des articles de blog et autres, donc ça vaut vraiment la peine de considérer cet élément. Et justement, je voulais parler de comment créer des connexions aussi avec votre audience. Donc, en publiant en ligne, vous allez créer des liens avec des personnes qui sont sur Internet que vous n'aurez jamais rencontrées. La majorité de mes clients, je ne les rencontre pas du tout. En fait, 99% de mes clients, je ne les rencontre pas. Donc, on a créé des connexions significatives
en ligne. Mais j'aime organiser une fois par année au moins un événement pour rencontrer ces personnes-là hors ligne. Comme sur la photo ici, ce sont des clientes que j'ai eu l'occasion de rencontrer en personne alors qu'on avait interagi par courriel, en ligne, au téléphone. Et ces événements sont une occasion de se retrouver, de connecter, puis de venir solidifier la relation qu'on aura construite en ligne pendant tout ce temps. Et on voulait vous partager quelques trucs et astuces pour créer des connexions significatives parce que justement, Rose me mentionnait en préparant l'événement que la plupart de ses clients, elles, l'ont rencontré avant. Donc, le fait qu'ils aient eu cette interaction en présentiel, ça a comme confirmé qu'ils voulaient travailler avec elle. Moi, c'est plus l'inverse parce que je ne rencontre pas les gens, mais à force de regarder mes vidéos, ils se convertissent eux-mêmes. Puis après l'événement, c'est comme une réunion, c'est comme une rencontre parce qu'on a l'impression qu'on se connaît depuis toujours, surtout pour eux, mais vraiment pas en fait. Donc, ce que je vous recommande comme quelques conseils, c'était que lorsque vous allez choisir votre plateforme pour partager votre contenu, puis vous allez prendre le temps d'aller faire du contenu sur exemple Instagram, mais de prendre le temps de montrer aussi qui vous êtes vraiment, dans le sens que on veut, tout le monde dit on veut connaître la personne derrière l'entreprise, parce que comme ça se répète, là, tout le monde le dit, mais c'est vrai. Dans le sens que si vous choisissez, exemple, une ou deux plateformes, moi, je fais souvent référence à Instagram parce que j'y suis, mais c'est la plateforme où je trouve qu'on peut montrer qui nous sommes vraiment, puis être plus axé sur le personnel, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et ça permet de créer des connexions parce que les gens vont interagir avec vous. Organiser des événements, ça permet aussi de créer cette connexion. Ici, je ne peux pas vous entendre, mais ça reste que beaucoup de mes clients vont avoir participé à mes webinaires plusieurs fois pour créer ce lien qu'on est en train de créer ensemble présentement. La plupart d'entre vous, aujourd'hui, j'avais juste une dizaine de personnes qui n'étaient jamais venues avant. Mais les autres, ça veut dire qu'on a eu ces plusieurs points de contact qui font que, d'une certaine manière, il y a une familiarité et moi-même, je reconnais vos noms. Donc là, je reconnais, exemple, Bintou qui était là sûrement à mon webinaire il y a 2 semaines, si c'est la même Bintou. Je reconnais Ashley. Donc, je vois aussi vos noms. Comme ça, quand vous basculez puis vous me sollicitez, vous avez des questions pour moi, ben, je vous reconnais parce que je vous ai vu à travers ces différentes interactions. Donc, ça crée vraiment ce lien. Donc, je recommande à fond les webinaires, mais ça peut être les Instagram Live, ça peut être juste le format que vous voulez. Et si vous êtes à l'aise avec l'option de faire des vidéos, ben les vidéos, c'est une façon de vraiment vous permettre aux gens de vous voir et d'apprendre à vous connaître, de démontrer votre expertise. Donc ça, je le recommande vraiment. Et j'avais mis aussi organiser des rencontres en personne comme je l'ai fait avec plusieurs événements. Et ça peut être des événements, au début, je faisais des collaborations, mais j'ai aussi fait des panels. Donc, des panels où est-ce que j'invitais des personnes qui étaient plus loin que moi, donc des entrepreneurs qui étaient plus avancés, qui étaient connus depuis plus longtemps. Je les ai invités à participer à un panel que j'animais. Donc, ça permet à eux d'être contents parce qu'elles sont invitées sur un panel. Elles font partager l'information. Donc, dans l'audience qui participe, il y a des gens qui ne me connaissaient pas. Et ça me permet de connecter avec des personnes que je considère sont aussi inspirantes. Donc, ça a été un format qui m'a beaucoup plu d'avoir invité les gens à écouter d'autres entrepreneurs. C'est pas moi qui parlais sur le panel à l'époque. Alors que maintenant, on m'invite sur des panels. À l'époque, pas du tout. Et finalement, de certainement proposer des ressources, puis de finalement donner. Donc, de partager des trucs qui sont utiles pour que lorsque vous prenez la parole, ben, les gens aient envie d'entendre parce que ça contribue à leur faire avancer. À la fin de la journée, on est tous égoïstes d'une certaine manière. Quand je prends mon 10 minutes pour écouter une vidéo, c'est parce que je souhaite en tirer quelque chose. Donc, pensez-y aussi quand vous allez créer du contenu. Merci Marion. Bye bye. Je vais répondre à la question par la suite avec Belinda de Dora. Mais est-ce que B, tu voulais rebondir sur ça par rapport à comment créer des connexions Ben, j'allais comme en parler puis répondre à la question de la de personne, là, Dora? de Dora, si tu me le permets, Vas-y, vas-y. tu rebondiras. Si j'ai bien compris, on va juste lire la question. Donc, Dora nous demande, est-ce qu'on a des astuces pour les introvertis qui ont la difficulté à développer la connexion avec les prospects? Merci, Eric. À bientôt. Excusez-moi, à développer la connexion avec les prospects, à développer les échanges. Moi, par exemple, je reçois des messages sur LinkedIn après un webinaire ou une publication qui a fait réagir, interagir, mais je ne sais pas maintenir le lien et le convertir en client potentiel. Je vais m'essayer, mais ma question peut-être, ça serait, est-ce que vous prenez le temps de regarder le profil des personnes avec qui vous parlez? Puis là, je ne parle pas d'avoir un CRM ou une machine
pour regarder les profils. Je parle vraiment d'être intéressé, genre, authentiquement à c'est quoi les intérêts de la personne. Par exemple, hier, il y a une personne, elle m'a ajouté sur LinkedIn. Je suis allé voir parce que c'était qui, je la connaissais pas. Puis elle était, je pense qu'elle était, on va dire, elle était, au Maroc. Elle était dans une entreprise de spirituel, comme on dirait que c'était une église ou une organisation spirituelle. Puis là, je me suis dit, ben, je vais lui poser des questions sur qu'est-ce qu'elle fait. Ça, c'est naturel pour moi de le faire, mais pour quelqu'un qui est introverti, parce que dans le fond, on se nourrit de no- on se nourrit pas de l'énergie des autres, mais le contraire, oui, c'est challengeant, mais c'est comme aller à la rencontre de l'autre et poser les questions pour que la personne puisse parler plus d'elle, c'est la clé. Déjà, ça, c'est pas juste un truc en psycho ou en marketing, c'est quand même en niveau vente. Il y a certaines techniques qui nous parlent de garder un lien, mais c'est ça, c'est faire parler à la personne, comprendre ses intérêts. Et du moment que tu as une opportunité pour aider, parce qu'elle va finir par te divulguer peut-être un enjeu qu'elle a dans l'entreprise, dans ses projets, si elle te le mentionne. Là, tu peux l'inviter à faire un appel découverte puis lui dire: Hey, je pense que je sais c'est quoi ton problème. J'ai une idée d'une solution. Est-ce que tu es intéressé à qu'on fasse un appel juste pour voir si je pourrais t'aider? Il y a peut-être une façon là-dedans. Oui, c'est challengeant. Tu sais, je ne peux pas faire comme: Ah oui, en tant qu'introverti, envoie un bot, puis genre, tu sais. Mais je sais pas si on me suit, je sais pas si ça répond à la question, mais comme il y a un petit travail à faire de curiosité, de recherche à faire, honnêtement, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça, vu que... Oui, ben justement, c'est de poser des questions, mais moi, je dois admettre que justement, j'y pense pas de poser des questions genre sur qui sont-ils. Pour garder ce lien, je leur dis, écoute, merci pour exemple le message ou le commentaire. Si ça t'intéresse ou si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter, puis j'ai un lien pour prendre rendez-vous. Puis je leur dis, no strings attached, parce que des fois, on a l'impression que si je prends rendez-vous, elle va me faire une offre ou autre, mais je leur dis des fois, no strings attached. Tu as des questions, moi, ça me fait plaisir de prendre 15-20 minutes pour te répondre. Voici le lien. Puis j'ai gardé le lien avec des gens de cette manière. Donc, s'ils sont vraiment intéressés, ben au moins, je leur ai proposé un appel avec le lien pour éviter les back and forth qui finissent jamais. Donc, pour moi, c'était pas mal ça, je te dirais. Puis je vais juste avancer parce qu'en même temps, ça répond à la question d'Alexia qui disait comment euh, passer à travers ce stress. Et c'était la dernière section pour aujourd'hui. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on s'y prend? Donc, et là, j'ai mis des exemples, mais on peut y aller directement avec la discussion parce que ce que j'ai mis, c'est des concepts de base, mais on pourrait dire ça se traduit comment pour nous. Je te laisse prendre la parole d'abord, Rose. Oui, absolument. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que même moi, j'ai de la misère, bien que j'aime bien parler. Des fois, en public, je fais beaucoup de stories, si vous me suivez sur Instagram, mais je ne peux pas, je pourrais jamais faire un webinaire à froid. Tu sais, je pourrais pas vous dire l'information que je vous ai dit comme ça, même bien que je le connaisse sur le bout des doigts. Je dois me préparer. Puis la préparation, ça va même à écrire un script, le décortiquer, me mettre des points clés. Là, j'ai des feuilles là, tu sais, sur ma table. Donc, ça, c'est des trucs pratiques. Ensuite, la respiration. Donc, j'ai dû me parler à moi-même pour relativiser parce que des fois, au niveau de la gêne, on dirait qu'on s'invente des histoires comme quoi, justement, on va se faire ridiculiser ou quoi, mais c'est dans la tête, donc il faut se parler. Puis s'entraîner, donc comme j'avais dit au début du webinaire, Anelma et moi, nous avons pratiqué, on a préparé le webinaire ensemble, puis on a pratiqué, on a tweaké les choses qui ne fonctionnaient pas, puis le reste, il faut y aller aussi avec le flow, donc c'est un peu ma façon de faire. Définitivement. Puis, exemple, je vais retourner au début parce que maintenant, j'en fais souvent, mais pour moi, au début, mes premiers, ma façon de briser le stress, c'était comme Rose d'avoir mes feuilles. En fait, je regardais mes slides d'avance et j'écrivais tout ce que je voulais dire pour chacune des slides pour me rappeler, puis j'étalais mes feuilles pour savoir comme où j'en suis. Ça me permettait aussi de me sentir mieux préparée, donc un peu moins stressée. Mais j'étais toujours stressée au début quand je commençais. Les premières 5 minutes étaient toujours awkward, mais après, quand ça part, puis les gens sont là, je me dis, OK, mais finalement, on était 50 sur l'heure du lunch. C'est parce que vous êtes intéressé par ce que j'ai à dire. Donc, pour moi, c'est une forme de safe space finalement parce que vous êtes là, parce que ça vous intéresse, parce que vous êtes aussi potentiellement réservé ou introverti. Donc, pourquoi me stresser? Ces gens-là sont là pour des bonnes intentions. Et en me disant qu'ils sont là pour les bonnes intentions,
sinon, ils ne seraient pas là. On n'a tous pas de temps dans la vie de tous les jours. Donc, naturellement, ça va être un espace convivial. Et là, ça me détend énormément quand je me dis ça. Donc, au début, même si j'ai bafouillé ou autre, j'y pense pas. Et je me dis aussi que les gens ne peuvent pas se rappeler de tout ce que je dis parce que notre cerveau ne peut pas retenir les 60 dernières minutes. Donc, ce que vous allez retenir, c'est peut-être un ou deux conseils qui est comme, ah oui, ça, c'est une bonne idée. Puis après, comment vous vous êtes senti en présence de Rose et moi, c'est ce que vous allez vous rappeler. Ah, c'était cool. Et c'est vraiment tout. Donc, c'est comme ceux qui reviennent à mes webinaires, ça doit être parce que ben, c'était agréable, ou ça va droit au but, j'apprends quelque chose. Donc, je me rappelle ça pour me dire que it's gonna be just fine. Donc, quand je cafouille, je passe à d'autres choses parce que je me dis, they won't remember. La pratique, ça aide aussi beaucoup. Et la respiration, quand même, ça, c'est banal, mais je prends quand même le temps de me calmer et de me dire que tout va bien aller, puis de me lancer dans l'expérience. Aujourd'hui, je ne fais plus forcément, sauf si c'est un sujet que je ne connais à peine, ce qui est rare, je ne fais plus de texte ou quoi que ce soit. La pratique a juste fait en sorte que maintenant, ça me vient naturellement, puis j'ai hâte de faire les webinaires maintenant. Mais vous voyez, moi, exemple, je ne fais pas d'Instagram live, mais Rose, oui. En parlant de boundaries, moi, les Instagram Live, je trouve ça awkward. Tellement awkward, ça dit comme three people are watching. Five. It's like, who are these people? What are they doing? Pour moi, un webinaire, c'est comme ils se sont inscrits, ils sont là, on est dans une pièce fermée. Instagram Live is like anyone can just click on it. Et ça me rend vraiment mal à l'aise. Et est-ce que j'avais d'autres choses? Ben, on était rendu aux questions. Donc, est-ce que ça répond à vos questions par rapport au stress? C'est soyez bien à l'aise d'écrire vos questions. Et on a Commis que je connais qui propose une recommandation. Il dit pour ceux ou celles Très bon. qui sont un peu stressés, ben, il recommande de faire les clubs Toastmasters parce que C'est vrai. ça permet de pratiquer et c'est vrai, j'ai des clients qui l'ont fait pour développer leurs skills et ça fait une différence. C'est vrai qu'il y en a en plus partout, partout, partout. Puis les gens qui y vont sont là pour les mêmes raisons, donc c'est un bel espace d'apprentissage. Merci, Commis, pour ton apport. All right. Donc, ce serait techniquement maintenant la période de questions. Si vous en avez d'autres, prenez le temps de les mettre dans le chat. Vous pouvez l'écrire à notre attention individuellement ou à tout le monde. Puis, je vais prendre un moment rapidement pour vous dire que pour ceux qui souhaitent continuer la discussion ou me contacter, on propose des consultations gratuites. Juste aller sur notre site web amlealegal.com. Et aussi, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais parmi notre offre de service, on a aussi notre programme de formation que d'entrepreneurs et ça va reprendre à l'automne avec des activités en direct comme celle-ci. Donc aujourd'hui, ce que je voulais aussi montrer comme aperçu, c'est que d'entrepreneurs, je l'ai créé pour aider les entrepreneurs qui sont en démarrage. Donc on a des modules de formation sur la fiscalité, la comptabilité, les contrats, comment protéger son nom. On offre des modèles de contrats aussi. C'est vraiment une trousse de démarrage. Si j'avais à refaire mon processus, je trouve que quiconque démarre avec cette trousse, tu as les modèles de base, tu as les conseils et des expériences comme celle de ce midi où j'invite des experts de d'autres industries à venir apporter aussi cette information parce que tu as beau avoir tous les contrats du monde super bien écrits, si tu ne fais pas le travail que Rose a dit de faire tantôt sur ton positionnement, it's not worth anything parce qu'il n'y aura pas de clients par la suite. Donc, c'est vraiment un programme que j'ai conçu qui est complémentaire avec ce genre d'activité. Je vous donnerai plus d'informations par courriel tout à l'heure. Et si vous voulez garder contact avec Rose, vous allez pouvoir retrouver ses coordonnées ici. Puis, est-ce que tu as un mot de la fin, Rose? Mais en fait, c'était un plaisir. J'ai vraiment adoré être là. Puis pensez toujours à votre client. Le client, c'est le héros. On ne le répétera jamais assez. Et si jamais vous voulez faire affaire avec moi, meilleure façon, c'est vraiment par mon site web. Il y a un formulaire par service, en fait, par offre. Et il y a aussi il y a une offre qui s'en vient aussi pour les gens qui ont besoin d'avoir cet accompagnement-là aussi. Donc, allez sur le site web pour faire un tour et on va vous répondre dès que possible. Puis, merci bien pour ta participation aujourd'hui. C'était vraiment agréable. Puis aussi, on a une question à laquelle tu auras la réponse. En moyenne, quel budget mensuel doit-on prévoir par mois pour un service de community management? Je ne pourrais pas répondre parce que je n'offre pas le service de community management. La seule chose que je vous dirais, c'est que moi, j'aurais investi dans un stratège. Bien sûr, je prêche pour ma paroisse,
Parce que pour l'avoir vu et avoir fait ce job-là, quand il n'y a pas de stratégie avant, puis on investit dans un community management qui n'est pas stratégique, on perd de l'argent. Donc, si jamais vous voulez qu'on en discute, Bintou, vous pouvez m'écrire. Après, je peux vous rediriger à des community managers si jamais, mais c'est un peu ça ma réponse. Ça dépend tellement que je n'ai pas le chiffre pour ce service. Parfait. Est-ce qu'on a une dernière question? Je crois que non. Donc, je vais arrêter le partage, arrêter l'enregistrement.